Bonjour, bienvenue dans notre webinaire du 15 avril organisé par l'AUF Amérique. Ce webinaire s'inclut dans une série de webinaires que nous avons lancés en 2021 pour animer, promouvoir, réfléchir ensemble autour des grandes thématiques que rencontre la francophonie scientifique, particulièrement dans ce moment si difficile que nous traversons tous. Ce webinaire en particulier va porter sur la mobilité étudiante et nous allons voir avec nos invités quels sont les grands aspects de cette mobilité étudiante aujourd'hui et à venir. Il s'inscrit dans le cadre du projet PUMA, mais je vais y revenir tout de suite un peu en avant. Au long de ce webinaire et des questions que je poserai à nos invités, vous allez pouvoir poser des questions vous aussi en tant que public dans le chat. Et si vous le souhaitez, ces questions seront posées à la fin du webinaire. Nous avons aujourd'hui 4 invités, donc je remercie tous et toutes d'être présents. Nous avons José Celso Freire Junior, qui est pro-recteur associé aux affaires internationales de l'Université Estadual Paulista, UNESP, de São Paulo, au Brésil, aussi professeur associé en informatique à la même université. José a été, entre autres, président de la FUBAI, l'Association brésilienne pour l'éducation internationale, et a participé en tant que panthéniste à plusieurs événements internationaux tels que NAFSA, CAEI, Going Global, etc., de plusieurs événements. Madame Régine Legault-Bouchard, qui est une diplômée de l'Université d'Ottawa. Elle a travaillé dans le recrutement national, international, a occupé différents postes au Bureau international de l'Université d'Ottawa, Canada, et elle occupe maintenant le rôle de directrice de ce bureau. Madame Legault-Bouchard a fait des recherches de maîtrise portant autour de la communication organisationnelle, notamment sur les stratégies d'internationalisation et leur mise en œuvre en contexte universitaire. Elle a aussi présenté les résultats de sa thèse et des meilleures pratiques sur ce sujet à différentes plateformes nationales et internationales. Monsieur Yann Simon, vice-recteur adjoint aux affaires externes internationales et à la santé et directeur des affaires internationales et de la francophonie à l'Université de Laval, Québec, Canada. Il est aussi professeur titulaire de stratégie à la faculté des sciences de l'administration de la même université. Il a gagné plusieurs prix et distinctions, dont notamment a été nommé chercheur étoile 2010 lors des rendez-vous du savoir en raison de l'influence de ses travaux. Et nous avons aussi Madame Virginie Delalande, qui est directrice générale des affaires stratégiques à l'Université Bernardo O'Higgins à Santiago du Chili. Diplômée en commerce international de l'Université Paul Valéry, France, elle a poursuivi des études en gestion de projet à l'Université de Grenoble, toujours en France. Profil international, Madame Delalande vit aujourd'hui au Chili depuis plus de 15 ans, où elle a occupé divers postes en domaine de la culture et de l'enseignement supérieur. Depuis 2014, elle occupe des postes de direction à l'Université Bernardo O'Higgins, où elle a d'abord été directrice pour la stratégie et internationalisation de l'université. Et depuis 2019, elle est la directrice générale des affaires stratégiques. Chers invités, pour ouvrir notre webinaire, je souhaiterais vous faire une première question. De façon générale, quand on parle de la mobilité étudiante, c'est aborder de nombreux enjeux. C'est parler de l'attraction de l'université d'accueil, c'est la façon qu'on peut recevoir les étudiants internationaux, c'est le problème et les enjeux d'intégration dans l'université d'accueil et dans la société d'accueil, c'est la capacité d'hébergement, c'est les enjeux financiers, c'est toute une série de grands enjeux qui vont parcourir la mobilité étudiante. Dans ce contexte général, comment pourriez-vous présenter vos principales actions dans le domaine de la mobilité étudiante? Par exemple, Yann, au niveau de l'Université de Laval, comment présenter les grandes actions dans le domaine de la mobilité étudiante? Ben, merci beaucoup de l'opportunité de l'invitation bon, à toute l'AUF et à vous particulièrement, cher Gilles. En fait, à l'Université Laval, on a, vous le savez, une longue tradition de mobilité et on est très actif à la fois sur la mobilité entrante et la mobilité sortante. Dans les années régulières, donc les années sans COVID, on a plusieurs programmes où on permet aux étudiants d'avoir des expériences dans d'autres universités et d'autres de venir. Généralement, on reçoit plus de 1000 étudiants et on en envoie à peu près le même nombre dans des universités partenaires. Et notre approche, elle est particulière, c'est-à-dire qu'on l'inscrit à l'intérieur de ce qu'on appelle chez nous le profil international. Donc, beaucoup des étudiants qui vont à l'étranger recevront une mention sur le diplôme qui atteste des nouvelles compétences interculturelles et autres qu'ils auront gagnées, et aussi du réseau qu'ils vont bâtir lorsqu'ils seront en mobilité.
Donc ça, c'est un aspect qu'on fait, mais évidemment, ce ne sont pas toutes les mobilités qui mènent à ce cursus-là. Et que ce soit les étudiants entrants ou les étudiants sortants, on leur offre une gamme de services. Vous n'avez qu'à penser, par exemple, à des formations d'abord d'accueil pour ceux qui viennent chez nous ou des formations pré-départ pour ceux qui quittent. Et ces formations-là visent d'abord à les sensibiliser aux, disons, aux différences culturelles des milieux d'accueil où ils s'en vont ou aux différences culturelles imputables au milieu québécois dans notre cas. Généralement, ce qu'on aime bien faire avec eux, on choisit toujours des groupes d'étudiants pour nous faire des comptes rendus, c'est-à-dire en amont de leur expérience, pendant leur expérience et après. Et ces étudiants-là partagent sur les médias sociaux leur expérience et ça nous permet à nous de bien voir et de bien comprendre leur évolution et ça leur permet à eux aussi de constater cette évolution-là et de voir à quel point la mobilité, en fait, les a transformés. Et cette dimension-là est très, très importante pour nous. S'agissant de l'intégration des étudiants qui viennent chez nous, eh bien, on travaille très fort pour qu'ils aient accès à la fois à un réseau social étendu, à des activités sociales, qui puissent aussi avoir cette compréhension du milieu académique canadien, québécois. Parce que, bon, pensez par exemple à un facteur qui les surprend souvent lorsqu'ils viennent à l'Université Laval, c'est la hiérarchie qui est moins présente, par exemple, chez nous que chez nos consoeurs européennes. L'interaction avec les professeurs ou avec les confrères et consoeurs n'est pas du tout la même, donc on les prépare à ce genre de choses. Vous avez mentionné d'entrée de jeu aussi l'élément qui était lié, par exemple, aux bourses et à l'enrichissement du séjour. Sur le plan financier, l'Université Laval offre beaucoup d'appui à ses étudiants qui souhaitent sortir, faire des mobilités vers des partenaires. Les étudiants entrants, eux, ont accès à aussi des aides financières, le cas échéant, s'ils en ont besoin. Mais ces aides-là ne sont pas nécessairement systématiques, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont destinés à ces clientèles particulières. En termes de rayonnement, chez nous, on croit fermement à la mobilité parce que c'est une manière de remplir notre devoir de citoyen du monde hein, comme université. Parce que dans la mission universitaire, il y a effectivement bon, l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Et d'ajouter la dimension internationale, ça permet d'enrichir ce type de parcours, ce type de cursus. Et c'est la raison pour laquelle, dès que la COVID est arrivée, eh bien, on s'est vite, disons, on s'est vite ajusté à la nouvelle situation. Par exemple, dans l'équipe internationale à l'Université Laval, comme probablement dans celle de mes copanélistes, ça a pris 24 heures et puis on était passé déjà en mode électronique, en mode virtuel. Pour les étudiants, en fait, on a dû, avec la COVID, annuler les mobilités, malheureusement. Mais il y a effectivement un processus d'analyse des exceptions qui a été mis en place. Il y a aussi un processus de rapatriement pour les étudiants qui étaient à l'étranger, où on a rapatrié plus de 400 étudiants dans une très, très courte période de temps. Et ça a été tout un défi logistique aussi. L'équipe a travaillé très, très fort. Lorsqu'on examine les soutiens aussi, les étudiants qui étaient en mobilité chez des partenaires ont eu accès à des ressources financières parce que, bon, vous savez bien que lorsque vous échangez des billets d'avion, il y a des frais supplémentaires, il y a tout plein de frais liés à la destination. Et donc, ça aussi, on a pu les aider avec des fonds qu'on avait mis de côté. Et parallèlement, eh bien, on a fait comme beaucoup de nos partenaires à travers le réseau DG2, notamment le réseau d'excellence en gouvernance universitaire, mais à travers aussi des partenaires pour de la mobilité bilatérale, eh bien, on a mis sur place des mécanismes de e-mobilité où là, avec des partenaires en bilatéral, on a pu faire des mobilités virtuelles. Avec des étudiants qui font des parties de leur trimestre chez des partenaires qui sont compatibles institutionnellement avec nous. Et à travers le réseau DG2, eh bien, on a une plateforme multilatérale où là, on peut, grâce à l'Université d'El Rosario qui est l'hébergeur de la plateforme, où on peut mutualiser des cours et permettre aux étudiants des universités partenaires de prendre des éléments de leur cursus en restant à la maison. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'enrichir le parcours universitaire, même si dans le contexte de la pandémie, bien évidemment, c'est très difficile de bouger physiquement. Et donc, ça revient
en terminant, parce que je vois le temps qui file, ça revient à notre philosophie de dire qu'on veut enrichir l'expérience des étudiants. L'international est une signature chez nous, puisque même si on est dans la ville de Québec, qui est une ville éminemment francophone au Canada, on a quand même 14% de notre effectif étudiant qui est constitué d'étudiants internationaux. Et rappelons que le tiers de nos étudiants internationaux n'est pas de langue maternelle francophone. Et donc, ce qu'on fait avec les étudiants qui ne sont pas déjà francophones, eh bien, on a des cours en anglais ou dans d'autres langues qui peuvent servir de passerelle pour les aider vers une francisation parce qu'à Québec, vous n'avez pas le choix de quitter Québec avec des rudiments de français ou en étant francophile parce que vous êtes bien évidemment immergé dans un milieu qui est tout à fait francophone. Donc voilà, c'est un peu le portrait et puis je serais heureux de répondre à plus de questions, mais je ne veux pas prendre le temps de mes collègues panélistes. Donc, je vous remercie beaucoup de ce temps que vous m'avez imparti. Merci beaucoup, Yann. Virginie, en allant à la diagonale de Québec à Santiago du Chili, quelles sont les grandes actions dans le domaine de la mobilité étudiante pour l'université Bernard O'Higgins? Oui, merci Gilles. Bon, avant tout, je remercie l'AUF pour cette invitation à participer de ce panel et je salue toutes les personnes qui sont dans la salle, évidemment. Et alors, en ce qui concerne notre expérience, alors tout d'abord, si tu me permets, Gilles, j'aimerais donner quelques chiffres déjà pour avoir un panorama un peu au niveau des étudiants étrangers qui viennent au Chili. Alors, selon les chiffres, donc avant Covid, dans un contexte, on va dire, normal, avant, sur l'année 2019, par exemple, c'est 8500 étudiants et étrangers qui étaient en train de faire un échange universitaire dans des établissements d'éducation supérieure du Chili. 98% d'entre eux dans des universités, ce qui représente à peu près 7% du total des étudiants universitaires du Chili. Bon, ça c'est le chiffre 2019, mais sur ces dernières années, c'était vraiment, on a constaté une augmentation constante durant toutes les dernières années des étudiants étrangers qui venaient au Chili. Parmi les régions de provenance, je pense que c'est un élément intéressant à voir comme élément introductif. Déjà, 43% provenaient d'Europe, c'était la grande majorité, 32% d'Amérique latine et les Caraïbes et 21% d'Amérique du Nord et principalement des États-Unis. Un petit pourcentage du Canada, mais pas si élevé. En ce qui concerne les étudiants, puisqu'aujourd'hui on parle de la francophonie, je me permets de donner des chiffres par rapport sur tout ce total-là. Combien d'étudiants provenaient des pays francophones? C'est à peu près 12% du total des étudiants étrangers qui provenaient des pays francophones. Au niveau de notre université, pour avoir un ordre d'idée, jusqu'alors, traditionnellement, c'était à peu près 45% de nos étudiants internationaux qui provenaient d'Europe et 55% d'Amérique latine, et dont 33% de nos étudiants internationaux à l'université provenaient des pays francophones, principalement la France et la Belgique. Et là, on a un revers de situation depuis le Covid où là, on est plutôt sur du 80% d'étudiants qui viennent aujourd'hui sous un format virtuel, 80% qui proviennent de l'Amérique latine surtout, et seulement 15% de Français. On a perdu les Belges et on a perdu tout le reste des Européens. Donc là, on voit quand même comment le Covid a impacté quand même sur la venue des Européens. Bon, on le sait tous, en général, ils viennent avec des financements de l'Union européenne et aujourd'hui, je pense que les Européens, bon, il y a eu beaucoup de programmes suspendus et aujourd'hui, ils ont tendance plutôt à privilégier les destinations de l'espace Schengen et plutôt la proximité et plus aller très loin. Donc ça, je pense que c'est un phénomène important à voir puisqu'on est dans un nouveau contexte où on a quand même une sorte de régionalisation des mobilités au niveau des flux. Par ailleurs, et avant d'expliquer un petit peu nos actions plus pragmatiques au niveau de comment on gère les mobilités, juste dire aussi, par contre, nous à l'université, et on s'en félicite, on a, avec la mise en place du Promovi, donc je vais en parler tout à l'heure, de notre programme de mobilité virtuelle qu'on a mis en place de manière assez rapide l'année dernière, sur notre deuxième semestre de l'année dernière, on a plus que dupliqué nos chiffres de mobilité. Donc là, il y a aussi
un élément important, la mobilité, la virtualité quand même permet aux étudiants, permet une démocratisation des mobilités, et notamment en Amérique latine, puisque je représente le Chili, et au niveau des financements. Alors nous, en tant qu'université, on a mis des bourses internes ces dernières années pour vraiment faciliter la mobilité de nos étudiants, de nos étudiants en l'occurrence, pour qu'ils partent, pour qu'ils sortent. Mais voilà, il y a quand même très très peu de moyens en général de financement, de bourses pour pouvoir partir. Donc, l'actualité permet quand même un peu plus d'inclusion dans ce sens-là. Ensuite, alors pour répondre plus précisément à la question, alors nous au niveau de l'intégration, déjà, toutes les mobilités sont gérées au niveau du Bureau des relations internationales. Tout est canalisé au niveau de ce bureau-là, au niveau des nominations. Mais une des particularités qu'on a mis en place ces dernières années, on a nommé des coordinateurs d'internationalisation dans nos écoles et dans nos facultés. Donc, ça nous permet d'avoir des points relais et ça favorise cette collaboration, l'intégration aussi des étudiants sur les aspects académiques et au niveau aussi des homologations et des nominations. En ce qui concerne leur intégration, donc comme toutes les bureaux de relations internationales en général, on organise toujours notre journée de bienvenue et d'orientation où on leur offre toute une gamme on leur donne tous les renseignements qu'ils ont besoin et au préalable, évidemment, on a une gamme de services pour aider les étudiants, tant les sortants que les entrants, pour les aider dans leur démarche de mobilité. En ce qui concerne un des programmes que je souhaite aussi nommer, on a un buddy programme, donc c'est un programme d'intégration qui consiste à ce que nos étudiants, et bien souvent des étudiants qui ont déjà fait des échanges, vont parrainer ou être le tuteur de nos étudiants internationaux de manière à pouvoir les intégrer, les orienter au début sur les aspects administratifs, académiques, mais surtout pour les intégrer avec la communauté étudiante. En ce qui concerne le logement, alors au Chili en particulier, le concept de résidence universitaire n'est absolument pas développé. Je connais aucune université chilienne qui compte avec l'infrastructure de ses propres résidences universitaires. Donc, on n'est pas sur ce modèle-là, mais par contre, avec la venue assez importante des étudiants étrangers ces dernières années, le thème du logement n'est plus un thème, n'est plus une difficulté pour nos étudiants. Avant, on avait des guides où on leur remettait plein de guides avec plein de contacts pour trouver des logements. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes de Airbnb, c'est devenu une facilité pour les étudiants. Ils nous demandent presque plus d'aide sur ce point-là. Bien, en général, ils louent des appartements en colocation. C'est ce qui est le plus général. Et aussi, au niveau du Bureau des relations internationales et aussi au niveau des écoles et des facultés. Les écoles ont aussi leur accueil au niveau faculté ou au niveau école des internationaux. Et on organise tout un tas d'activités culturelles pour évidemment favoriser l'intégration culturelle des étudiants internationaux. En ce qui concerne, alors un des bénéfices qu'on offre à nos étudiants, on leur offre des bourses alimentaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjeuner gratuitement dans notre réfectoire universitaire. Ça, c'est un bénéfice qu'on a toujours octroyé à nos étudiants. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps à mes collègues, j'ai l'impression de m'être un peu étendue. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là sur cette question. Merci beaucoup Virginie. De fait, c'est un petit défi, cette synthèse qu'on vous impose à devoir faire. Et si je continue avec Régine, pour l'Université d'Ottawa, comment pourrait-on faire une synthèse des grandes actions dans le domaine de la mobilité étudiante pour l'Université d'Ottawa, Ontario? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, l'Université d'Ottawa, c'est une grande université, la plus grande université bilingue au monde. Et puis, on a 45 000 étudiants. Je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit. C'est assez similaire de notre côté également. Au niveau de la mobilité traditionnelle, on a toutes sortes d'autres types de mobilité également. Je pense que c'est important, toutefois, de rappeler peut-être le contexte de la mobilité au Canada.
dans le sens où, vous vous souvenez peut-être, vous êtes probablement déjà au courant, Virginie l'a déjà évoqué, la mobilité des étudiants canadiens, c'est un petit peu plus difficile dans le sens où nos Canadiens ont peine à quitter, à sortir du pays. Oui, ils voyagent, certainement, absolument, mais dans un contexte universitaire, c'est un petit peu plus difficile et il y a toutes sortes de raisons pour ça. Il y a toutes sortes d'études. Le Bureau canadien de l'éducation internationale s'est beaucoup penché là-dessus. Bref, je trouve que c'est quand même important de mentionner qu'au Canada, il y a un contexte où, c'est ça, à peu près 3-4 % des étudiants quittent en mobilité physique. Et donc l'internationalisation à domicile devient quand même assez important dans ce contexte-là. Puis vous allez voir, mes interventions tournent beaucoup autour de ce sujet-là. Maintenant, je vous ramène peut-être il y a 1 an, on avait déjà commencé à se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mobilité internationale traditionnelle. Les échanges d'1 semestre, 2 semestres, on trouvait que ça stagnait pas mal, comme on dit. Il n'y avait pas trop d'augmentation. Et on s'était déjà dit, au fait, ce qu'on remarquait toutefois, c'est que plusieurs autres types de mobilité devenaient plus populaires, donc le court terme, des stages, de la recherche internationale, des cours accompagnés d'un professeur, des co-ops, des stages de travail, etc. Donc, grosso modo, on a à peu près à chaque année plus de 1000 étudiants qui quittent à l'étranger pour faire une activité internationale académique. Mais justement, avant la pandémie, on avait l'intention de sonder nos étudiants pour comprendre quelle était cette génération-là. Là. Moi, je pense toujours que je suis encore bien jeune, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus un gap entre la nouvelle génération que l'on dessert et ce qu'on faisait il y a 10-15 ans. Et donc, on avait l'intention de sonder nos étudiants pour voir qu'est-ce qu'elle veut, cette nouvelle génération-là, en termes de mobilité internationale. Et puis là, la pandémie nous a frappés de plein fouet. On a passé quelques mois, quelques semaines à rapatrier nos étudiants, à réorganiser nos flûtes. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est en contexte de pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces étudiants-là, leur permettant de les développer, ces compétences internationales et interculturelles-là, sachant qu'ils ne pourront pas aller à l'international pour les prochains mois, qu'on se disait. Ça s'est avéré beaucoup plus long. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est deux groupes focus pour mieux comprendre quelles alternatives on pourrait offrir à ces étudiants-là en temps de pandémie. Et nous, on s'attendait déjà rapido, on se disait, bon, ça va probablement être les échanges virtuels qui vont être intéressants pour nos étudiants. Puis finalement, ce qui est sorti de ces groupes focus-là, ça a été les occasions de bénévolat qui ont vraiment attiré nos étudiants et aussi les occasions de recherche en virtuel. Donc, et ce qu'ils nous ont dit, ces étudiants-là, c'est qu'ils ont voulu vraiment avoir une flexibilité au niveau des horaires, de moins s'engager vraiment forcément à ce niveau-là. Et ce qu'on nous a dit, c'est que les étudiants nous disent un échange virtuel ne peut pas offrir ce qu'une vraie mobilité peut offrir. Puis bon, ça, c'est un débat en soi, évidemment. Là. J'ai tendance à être un peu d'accord. Mais là, pour nous, ce qui a été important, ça a été de vraiment dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour offrir ces occasions d'internationalisation là, à nos étudiants sans qu'ils puissent aller à l'étranger. Et donc, suivant ceci, on a aussi mis sur pied un groupe de travail sur les alternatives à la mobilité, tout simplement. Et ce qui a été magnifique, c'est qu'on a rassemblé des acteurs clés sur le campus, des gens des facultés, des gens des services qui, normalement, envoient des étudiants en mobilité à l'international. Et on les a rassemblés pour voir qu'est-ce qu'on allait leur offrir. Et puis, ce qui a été magnifique, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était déjà dans le pipeline, ce changement-là du physique au virtuel et qu'on était déjà en mode automatiquement en train d'offrir des alternatives de façon virtuelle parce qu'on avait déjà, je pense, semé ces graines-là sur le campus en réitérant l'importance
que pour nous, à l'Université d'Ottawa, le développement de ces compétences internationales interculturelles-là sont cruciales et que oui, elles peuvent se développer en allant à l'étranger, mais qu'elles peuvent également se développer en restant à domicile dans différentes formes. Et donc, pour conclure, ce qu'on a été capable de faire, c'est une plateforme, un portail pour les étudiants, les profs, et c'est là qu'on promouvoit les occasions d'internationalisation et de développement de ces compétences globales-là sur ce portail-là. Et on continue évidemment à travailler cette internationalisation du curriculum-là en attendant qu'on puisse ressortir de nos frontières entre-temps. Alors, j'espère que ça vous donne une petite idée de là où on s'est un petit peu réaligné dans la dernière année. Très intéressant, Régine. On va revenir sur un côté prospective que l'Université d'Ottawa a fait, réflexion prospective. José, en pensant que l'UNESP a une vieille tradition de coopération internationale depuis 50 ans, comment se passe cette mobilité étudiante internationale à l'UNESP? Quels sont ces grands points actuellement ou jusqu'à actuellement? Tout d'abord, merci Gilles, merci à l'OF pour l'invitation. J'aimerais démarrer un peu en parlant de la question de l'attractivité des étudiants internationaux. Je pense qu'au Brésil comme au Chili, il y a cette question, je pense qu'il y a une question générale qui est liée à l'anglais. Donc, tous les étudiants partout au monde, ils veulent partir dans des pays où ils pourront parler anglais. Donc, ça, c'est une question. Mais à mon avis, en réfléchissant et en discutant avec beaucoup de partenaires, en participant à plusieurs événements internationaux, je pense qu'il y a un chemin à faire pour montrer qu'au Brésil, on a de très bonnes universités et que ces universités-là, parfois, elles font de la recherche au même niveau que les grandes universités du Nord en Europe ou en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc ça, à mon avis, c'est un point. Mon impression, c'est que les grandes universités en Amérique du Nord et en Europe, elles connaissent les grandes universités au Brésil, mais ce n'est pas généralisé, c'est-à-dire c'est pas tout le monde. La plupart des gens, ils ne savent pas qu'est-ce que se passe dans des bonnes universités au Brésil, en Amérique latine. Donc ça, c'est un point. Et je pense qu'il faut vraiment montrer qu'en venant au Brésil, il y a des choses à apprendre. Pas que la culture, mais il y a un apport scientifique qui va jouer sur la mobilité. Donc ça, c'est un premier point. Si on considère même les rankings, qui j'aime pas, mais il faut parler, parfois, je reçois des invitations par des universités du Nord qui viennent parler à moi de ranking. Et lorsque moi, je vais regarder, je suis beaucoup mieux qu'eux dans plusieurs rankings. Donc, ça montre un peu cette méconnaissance de la situation ici au Brésil. On a, par exemple, un partenariat très fort avec Laval, avec Ottawa, avec d'autres universités au Canada, British Columbia. Et ces universités-là, elles nous connaissent, mais ce n'est pas général. Je dirais que le Canada, c'est mieux encore qu'en Amérique du Nord. Mais en Amérique du Nord, j'ai dit aux États-Unis, c'est vraiment un problème. J'aimerais ajouter un autre point, le portugais et l'espagnol. C'est deux langues très importantes dans le monde. Parler anglais aujourd'hui, parler français, c'est quelque chose de normal. Mais les gens qui vont parler portugais, les gens qui vont parler espagnol, ils auront une différence lorsqu'ils partiront sur des marchés de travail. Et je pense que ça, il faut exploiter aussi.
Je passe là à la question de l'intégration des étudiants internationaux dans les universités au Brésil. Je pense qu'il y a un chemin à faire. Mais dans ma tête aussi, il y a une question que les étudiants internationaux, pour nous, ce n'est pas de l'argent. Ils ne paient rien, ils viennent en échange. Donc, c'est très différent d'une université américaine qui va recevoir un étudiant. L'étudiant, il va payer et elle va prendre une partie de cet argent pour offrir des services aux étudiants. Chez nous, ce n'est pas ça. C'est nos services qui font tout, qui vont recevoir, qui vont travailler avec les étudiants. Donc, à mon avis, il y a des choses à développer. Par rapport au dortoir, les universités publiques au Brésil, elles offrent. La question centrale est que tous nos étudiants défavorisés, ils remplissent nos dortoirs. Donc, on n'a plus de place pour les étudiants internationaux. Au même temps, c'est qu'on travaille chez nous, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a ce qu'au Brésil, on appelle république. C'est les maisons où les étudiants ils vont partager les cours. Donc, c'est vraiment un environnement très convivial qui favorise beaucoup l'intégration. Et nous, même si on a la possibilité de les envoyer dans les dortoirs, où ils seront dans une chambre tout seuls, on leur dit il faut partir dans une de ces maisons en colocation. Là, ça sera l'expérience culturelle parfaite. Pour parler, on a à peu près la même chose que les autres, ils ont parlé. Hein. Donc, on a un incoming ops qui reçoit toutes les demandes. Donc, les étudiants qui viennent chez nous, ils savent à qui il faut parler pour obtenir les réponses. L'UNESP, on a 34 écoles dans 24 villes. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une question qu'il faut traiter. Donc, à chacune des 34 écoles, on a un responsable qui reçoit les étudiants. On a par exemple un service d'étudiants, je ne sais pas comment vraiment dire, mais parents. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un arrive à l'UNESP, il pourra avoir un étudiant de l'UNESP qui va l'accompagner pendant un semestre pour lui montrer au début comment fonctionnent les choses de l'université, qui va l'accompagner à la banque pour ouvrir un compte, qui va lui accompagner dans les services publics pour les documents, pour toutes ces choses-là. On a aussi, je pense, cette régime où il y a nos étudiants, lorsqu'ils rentrent, ils doivent répondre à un questionnaire sur lequel ils vont donner des informations sur comment on peut améliorer nos services, comment ils ont été reçus. Je pense que j'ai couvert un peu tout. Hein. C'est ça que je voulais parler. Merci José, c'est très intéressant. Je vois à partir de vos interventions, de vos cadres, que finalement, on a deux grands axes. On a un axe et un questionnement autour de la mobilité sous son aspect linguistique, la mobilité en français et un aspect de prospective. Et on a un axe aussi vous avez évoqué chacun, des bonnes pratiques, des pratiques qui permettent d'obtenir des résultats de bonne qualité dans le cadre de votre mobilité. Permettez-moi de vous faire deux grandes questions, mais on va commencer par la première question. Les bonnes pratiques, c'est très intéressant. Nous sommes dans ce webinaire sur l'idée d'aider à nourrir la réflexion du projet PUMA. Le projet PUMA, c'est un projet en élaboration de la conférence des recteurs des universités membres de l'AUF en Amérique latine. Et CRULA souhaite, après avoir le constat que la mobilité à l'intérieur de l'Amérique latine reste numériquement faible, et même entre ces universités, elle existe, mais elle a une grande marge de croissance possible, est née l'idée d'avoir le projet PUMA, qui est dans un premier temps d'inciter à cette mobilité étudiante, puis dans un deuxième temps, intégrer la mobilité professorale et administrative. Dans le cadre de cette élaboration de ce projet,
quelles seraient les bonnes pratiques? Vous pouvez donner des exemples très concrets si vous le souhaitez. Quelles seraient les bonnes pratiques que vous conseilleriez d'intégrer dans ce projet Puma? Par exemple, Régine, est-ce que tu as une bonne pratique à conseiller, à ne pas oublier à intégrer dans le projet? Bien, au fait, je voulais vous parler d'un programme à l'Université d'Ottawa duquel je pense Puma pourrait s'inspirer dans le sens d'un grand chapeau, au fait. Vous avez remarqué, là, je parle beaucoup d'internationalisation, un peu pour tous, d'internationalisation inclusive. À l'Université d'Ottawa, on a mis en place une attestation qui s'appelle l'attestation UO Global, qui est une attestation vraiment de citoyenneté mondiale et qui comprend plusieurs composantes. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Cette attestation-là donc, comprend en premier lieu un plan d'apprentissage personnalisé pour l'étudiant participant. Ensuite, l'étudiant doit prendre un cours, le cours GLO, et ce cours-là se focalise sur les valeurs de citoyenneté mondiale, les compétences clés du 21e siècle en termes d'employabilité. Et on parle, dans le cadre de ce cours-là, des objectifs de développement durable des Nations unies, et on amène l'étudiant à penser, à identifier son rôle en tant qu'agent de changement dans le cadre de ces objectifs, dans le cadre des ODD. Et on amène aussi l'étudiant à travailler en équipe interdisciplinaire et internationale pour amener vraiment des solutions aux problématiques internationales, locales, nationales, etc. Donc, ça c'est la deuxième composante de l'attestation. Ensuite, pour obtenir cette attestation, l'étudiant doit également faire 4 activités expérientielles. Dans le cadre de ces activités expérientielles-là, il y a de la mobilité, par exemple, toutes sortes de mobilité internationale, des échanges, des stages internationaux, etc., etc. Alors, un peu le buffet normal de ce qu'on peut offrir, mais il est également possible de recevoir cette attestation sans nécessairement aller à l'étranger, donc par l'apprentissage d'une langue additionnelle, le bénévolat, l'implication dans la communauté, l'entrepreneuriat. Donc, le but, c'est vraiment de développer un global mindset. Et donc, dans le cadre de ces activités-là, parce qu'on parle d'internationalisation inclusive et on parle aussi de financement, des fois, la mobilité au niveau financier, ce n'est pas toujours accessible à tous. On a été assez chanceux de convaincre un de nos donateurs de donner des bourses pour permettre à nos étudiants qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller à l'étranger, d'avoir des bourses dans le cadre du programme UO Global pour pouvoir aller faire son projet international. Donc, on a enrayé déjà les problèmes socio-économiques en partie, évidemment. Et je parle de cette meilleure pratique-là parce qu'à l'Université d'Ottawa, il y a des items très stratégiques, évidemment, dans ce projet-là. Et les universités ontariennes se concentrent beaucoup sur l'employabilité des étudiants universitaires. Donc, on veut vraiment tenter de développer cette employabilité-là. Et donc, il y a un gros aspect d'employabilité dans l'attestation UO Global. Le bilinguisme, le multilinguisme, ça fait partie de notre ADN à l'Université d'Ottawa. L'internationalisation prend de plus en plus d'ampleur. La diversité et l'inclusion également. Et l'expérientiel qui est un petit peu, je dirais, vraiment en complément à l'expérience académique. Et donc, à la toute fin, quand l'étudiant a obtenu tout rempli les critères, il obtient un certificat. Il y a une cérémonie. Et nous, on a beaucoup positionné ce programme-là comme étant phare et un peu, c'est la crème de la crème, on va dire, qui va maintenant avoir accès au marché du travail un peu plus aisément. Donc, en réfléchissant à cette question et en lien avec le programme Puma, je me disais, bien, c'est important de lier les compétences qu'on développe en mobilité avec le marché du travail et comment est-ce que ça peut, et comment est-ce que c'est les compétences qu'on développe en allant à l'international ou pas, ou en développant des compétences internationales et interculturelles,
comment ça peut influencer nos compétences à nous, puis comment est-ce qu'on peut se démarquer sur le marché de l'emploi. Donc, je lance cette idée d'insérer cette initiative-là dans un parapluie peut-être un peu plus grand, qui répond peut-être à un besoin très spécifique des étudiants de cette grande région. Voilà. Merci Régine, très intéressant, c'est noté. Virginie, à partir de ton point de vue de Santiago du Chili et de ton université, quelles seraient les bonnes pratiques, ou à partir d'exemples concrets ou idéaux, que tu souhaiterais qui seraient soulignés pour la prise en compte dans l'élaboration d'un projet comme Puma? Alors, Gilles, sur ce point-là, qui pourrait peut-être inspirer, je voudrais mentionner 2 projets, je vais essayer d'être très brève. 2 programmes en réalité. Prenons l'exemple d'un programme qu'on a mis en place dans notre école de journalisme avec l'objectif de comment on peut faire, parce qu'il y a toujours une réticence, comme disait mon collègue du Brésil, il y a toujours une réticence aussi, comme on est dans une région où majoritairement on parle espagnol et le portugnol se comprend. Et au niveau d'un étudiant chilien, il y a toujours la question pourquoi je devrais apprendre une autre langue, parce qu'ils ne se projettent pas spécialement leur avenir dans un autre continent où ils auraient la nécessité d'apprendre une autre langue. Donc, de par ce constat, et comme on veut promouvoir la francophonie, le français dans notre établissement, enfin dans notre université, on s'est posé la question avec un doyen, on s'est dit comment on peut favoriser cela. Donc, on a mis en place un projet au niveau de l'école de journalisme. Pourquoi l'école de journalisme? Parce que justement, c'était là où il y avait une grande majorité de nos étudiants qui étaient inscrits dans nos cours de français. Et donc, on a proposé une bourse, on leur a tiré la carotte, comme on dit bien en français. On leur a proposé une bourse si jamais ils arrivaient à un niveau A2 de français, donc pour pouvoir permettre une certaine persévérance, parce que souvent ils s'inscrivent dans le cours de français, mais ils ne continuent pas, donc il n'y a pas de continuité. Donc, on a essayé de les motiver de cette manière-là et de manière à ce qu'ils accréditent un niveau A2 et notre université leur finance une bourse pour aller dans un pays de leur choix parmi nos partenaires francophones. En l'occurrence, c'était surtout la Belgique et la France. Maintenant, le Maroc et l'Algérie. Donc, voilà, ça c'est un programme qui, je ne sais pas, peut peut-être inspirer aussi la philosophie du programme Puma, puisqu'on cherche quand même à développer quand même le français, créer un espace francophone dans les Amériques. Ensuite, un autre élément, un autre exemple, c'est une initiative qui est née dans notre école de droit il y a quelques années en arrière. Notre école de droit elle a été assez pionnière dans le processus d'internationalisation de la formation. Ils ont mis en place, alors bon, au départ, ils ont été fondateurs d'un grand réseau des facultés de droit au niveau Amérique latine, qui après s'est étendu sur la région plutôt ibéro-américaine. Mais dans le cadre de ce réseau, l'objectif, c'était de promouvoir les échanges, les mobilités d'étudiants et de professeurs, en l'occurrence, dans cette zone-là, sur les aspects de leur discipline, le droit. Et donc, ils ont mis en place des programmes de courte durée, donc d'une durée de 1 semaine si c'était la version intensive, ou bien 2 semaines. Et l'objectif, c'était d'envoyer 4 en temps normal, c'était 5 à 6 étudiants qui participent de ce programme-là. Donc, 2 universités partenaires de ce réseau se mettent d'accord sur un thème d'intérêt commun. Et l'objectif, c'est qu'un professeur avec un groupe d'étudiants ils vont réaliser une mobilité sur un thème. Et le projet a un double objectif. Un objectif académique, bien sûr, parce que l'étudiant, il y a un livrable. L'étudiant doit remettre un article de recherche qui va travailler avec le groupe binational ou parfois multinational, parce que parfois, c'était plusieurs universités qui étaient impliquées dans ces programmes d'échange. Donc, il y a ce livrable qui, en plus, est un requis pour aussi se diplômer. Donc, c'est vraiment un élément important académique. Donc, il y a vraiment un objectif académique et un objectif, bien évidemment, culturel. Donc, ce projet, il permet à la fois, il cherche l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité et à la fois aussi renforcer l'interculturalité. Et c'est un programme je parle au passé parce que c'était la version évidemment présentielle. Maintenant, ils ont adapté le programme à une version virtuelle
Donc, d'où la grande question, est-ce qu'ils arrivent toujours à avoir l'aspect culturel du fait que maintenant les étudiants ne voyagent pas? Alors déjà, un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir 15 étudiants dans le programme, alors qu'avant, c'était limité à 5 ou 6. Et aujourd'hui, donc c'est en format virtuel, mais ils ont mis en place toute une stratégie, plein d'activités qui permettent la première rencontre, par exemple, il y a une activité de départ qui est un peu de rompehielo, c'est-à-dire de brise-glace. Et voilà, ils commencent à se poser des questions pour savoir comment vivent les Colombiens, les Brésiliens, etc. Et puis, pour créer une atmosphère de convivialité. Et après, il y a tout un tas d'activités culturelles des différents pays dans le cadre du programme pour qu'il y ait aussi cet enrichissement culturel qui ne remplace pas le présentiel, mais c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est des formats comme la tendance actuelle, en tout cas en Amérique latine, et sur le programme, sur le format court terme, spécifique et de proximité. Je pense que aussi ça peut être un projet assez intéressant pour le PUMA. Et au niveau du financement, donc il s'agit d'un principe de cofinancement et de réciprocité. C'est-à-dire l'étudiant paye une partie et l'université d'accueil paye tout ce qui est le logement, la carte de transport, etc. Et l'étudiant prend en charge à lui-même son billet d'avion et son assurance et vice-versa. Donc finalement, chaque université prend en charge les frais quand ils reçoivent des groupes. Et c'est réciproque, c'est-à-dire si on les envoie au Brésil, il faut qu'ensuite les Brésiliennes viennent. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur ce point-là, au niveau des bonnes pratiques. Merci. Une autre bonne pratique à ne pas oublier. José, quelle bonne pratique tu penses qu'il serait important de ne pas oublier dans l'élaboration de ce projet? J'aimerais reprendre à partir de ce qu'a parlé Virginie. À mon avis, la question centrale, c'est le financement. Donc, de notre expérience, s'il y a le financement, les étudiants, ils se débrouillent. Ils vont apprendre la langue, ils vont connaître le pays, ils vont trouver les moyens, même si les services de l'université, ils peuvent aider. Les étudiants, ils feront tout ce qui est possible pour participer. Donc, pour donner des exemples un peu concrets sur qui prennent en compte cette question de financement, j'aimerais parler de 2 programmes auxquels l'ONESP participe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une association en Amérique latine, CONSUR, qui s'appelle AUGM, Association d'Universidades Grupo Montevideo. À mon avis, c'est l'association qui est la plus développée au niveau d'échange entre membres. La UGM, ce sont 34 universités, 13 du Brésil, 13 d'Argentine, que des universités publiques. Donc, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili et Bolivie. Et elle a un programme d'échange qui s'appelle Programme Escala Discente pour les étudiants. Il y a un programme d'échange pour les profs. Il y a un programme d'échange pour les fonctionnaires. Pour vous donner un chiffre, avant la pandémie, la mobilité entre les membres était dans l'ordre de 600 étudiants par an. Donc, ça montre que c'est quand même quelque chose de conséquent, quoi. Comment ça fonctionne? Le programme, il est financé par les membres. Dans un schéma comme a présenté Virginie, c'est-à-dire, moi, lorsque j'envoie un étudiant, je paye les billets d'avion et l'assurance, et l'université qui reçoit, elle paye une bourse. Le contraire, lorsque je reçois quelqu'un, c'est l'université qui paye les billets et l'assurance, et moi, je paye une bourse. Bourse ou aide, ça dépend. C'est vraiment libre. Par exemple, il y a des universités qui ne donnent pas une bourse, mais offrent les logements et les restos universitaires. Donc, les étudiants, ils ont comment se maintenir.
Ça, c'est un point. Les universités, il n'y a pas une gestion, mais il y a une organisation centralisée par le secrétariat de l'AOGM. C'est-à-dire qu'ils organisent une réunion. Et dans cette réunion, moi, j'ai dit, cette année, je peux offrir 20 places. Et ce n'est pas casé, c'est-à-dire, je peux offrir 20, une autre peut offrir 5, l'autre peut offrir 30. Donc, c'est une espèce de bourse de places qui se met à l'offre des étudiants. Et après, on commence à discuter. Je discute avec la UBA, l'Université de Buenos Aires. Moi, je vais échanger 2 étudiants avec vous cette année. Je vais échanger avec l'Université de Chili, 3 étudiants, avec celle-là, celle-là. Il n'y a pas d'échange entre les pays, c'est-à-dire que moi, je n'échange pas des étudiants avec les autres universités brésiliennes. Et l'envoi et la réception est gérée au niveau des universités elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est moi qui fais la sélection des étudiants que je vais envoyer. Bien sûr, l'université qui reçoit, elle doit accepter les étudiants que j'ai sélectionnés. Pareil, les autres, ils font la sélection, ils m'envoient, et moi, j'accepte ou non ces étudiants. Donc, ça fonctionne très bien. C'est vraiment quelque chose. Comme tout dans la vie, il y a des choses à améliorer, mais les chiffres, ils montrent que c'est une très bonne expérience. Une autre expérience, et ça en français, c'est les programmes Brafitech et Brafagri que le Brésil il y a avec la France. C'est un programme, je pense qu'au Chili, il y a Chili Tech. Ça a commencé avec le Brésil et après il y a Mexitech, Argitech, Chili Tech. Il y a un peu partout pareil. Au Brésil, mais elle est financée. Hein. C'est une très bonne bourse, 1200 €, je pense. Et les étudiants, ils partent pour une année ou une année et demie, 2 ans avec un double diplôme. Donc, dans les projets, il y a déjà la question de double diplôme qui commence à se développer en Amérique latine et je pense qu'Ipuma peut prendre en compte la possibilité de double diplôme. Et là, les financements Brafitech, ça fait la différence. Tous les ans, j'ai à peu près 10 fois le nombre de places que j'ai pour partir en France. Dernier point qui je pense, c'est très important, c'est un espèce de support linguistique. Par exemple, que les étudiants qui viennent au Brésil, je puisse donner un cours par Internet avant qu'ils viennent, que lorsqu'ils viennent, ils puissent avoir un cours pendant la première année, les premiers mois, pour un français de sobrevivance, comment on dit ça? De survie. De survie. Comment? Un français de survie. Un français de survie, un portugais de survie. Pour vous donner un exemple, là, on vient de fermer aujourd'hui un cours de portugais pour les étudiants d'AOGM, c'est en virtuel, mais on a offert 60 places. On a eu 635 inscriptions. Donc, on va voir comment on va se débrouiller pour pouvoir offrir plus. Certainement pas les 600 places, mais il y a un intérêt et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Je reste là. Merci José. Donc c'est bien ce que tu nous donnes une preuve concrète que la mobilité interne latino-américaine est possible et qu'il y a une demande. Yann, pour terminer sur ce point-là, parce que je voudrais conserver un temps pour discuter avec vous sur une réflexion de prospective et de mobilité en français. Yann, qu'est-ce que tu penses comme une bonne pratique que l'élaboration de ce projet Puma ne peut pas omettre, ne doit pas oublier? Ben, nous, je regrouperais peut-être les bonnes pratiques en 3 grandes catégories de bonnes pratiques.
La première bonne pratique, je pense, c'est celle de réfléchir à la mobilité en mettant l'étudiant au centre de la mobilité. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre l'étudiant et de vouloir le mettre dans nos processus internes de nos organisations universitaires qui ne sont pas très conviviales. Donc, il faut se rendre à un bureau à un bout du campus, un bureau à l'autre bout, machin, remplir le formulaire A8. Ce genre de truc-là n'est pas très convivial et le mot se passe vite auprès des étudiants. Ils savent lorsqu'ils sont dans des milieux où ils ne sont pas bien, les cohortes qui suivent, elles ont tendance à se passer le mot et à rétrécir. Et puis, bon, il y a des impacts sur la réputation de l'organisation. Donc, au chapitre de cette meilleure pratique-là, donc d'avoir une mobilité centrée sur l'étudiant, je dirais qu'il faut passer aussi de la mobilité à la carte à une mobilité plus expérientielle. Donc, la mobilité ne doit pas être un menu où l'étudiant ne fait que choisir des cours et puis venir dans l'institution pour après ça cocher les cases nécessaires pour avoir la mention ou pour pouvoir dire j'ai séjourné au Canada, j'ai séjourné au Brésil ou au Chili. Il faut, je crois, plus y aller du côté expérientiel en leur donnant des expériences qui ont plusieurs volets. Par exemple, ça peut être dans la forme des cours virtuels ou des cours en présentiel, mais ça peut être face au type d'activité aussi, à la manière dont ces activités-là sont faites avec la communauté, mais il faut se souvenir que l'étudiant doit être au centre de la mobilité. La deuxième meilleure pratique, je crois, c'est d'avoir un panier de services suffisant pour les étudiants et un panier de services qui aide les étudiants. Par exemple, en francophonie, une des priorités institutionnelles pour l'Université Laval, c'est bien évidemment le français, la francisation, parce qu'on a beaucoup de clientèles qui ne sont pas des clientèles francophones de langue maternelle. Et ces étudiants-là, en fait, ils doivent être accompagnés. Et nous, un des programmes, par exemple, qu'on a développé, qui a beaucoup de succès chez nous, c'est le programme qu'on appelle Rêver en français. Où les étudiants viennent, par exemple, dans les laboratoires et où souvent les laboratoires fonctionnent pour la langue écrite, souvent en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'articles scientifiques et de productions scientifiques qui sont faites en anglais. Mais la langue de travail, c'est le français. Et donc là, il y a différents niveaux où l'étudiant doit s'adapter. Il ne doit pas simplement s'adapter au nouveau milieu, mais à un milieu bilingue où les gens cheminent beaucoup en français, d'autant plus qu'à l'extérieur des murs de l'université, ça se passe en français. Et donc, avec ce programme-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pairage entre ces étudiants-là qui ne sont pas de langue maternelle française et des étudiants de linguistique, par exemple, qui font une formation avancée en linguistique ou en apprentissage des langues, pour que ces gens-là développent très rapidement un français fonctionnel pour être capables de faire leurs travaux de laboratoire. Pas que survivre, là, comme vous avez mentionné tout à l'heure avec Celso, mais vraiment développer être rapidement fonctionnel dans les labos et dans les activités. Quand je parle de service, je parle aussi de l'importance des bourses ou l'importance de l'accompagnement dans les mesures d'immigration, voire les mesures sanitaires, parce qu'en ce moment, au Canada, par exemple, on a 14 jours obligatoires de quarantaine, dont 3 dans un hôtel mandaté par le gouvernement. Et ça coûte très cher. Ça décourage beaucoup d'étudiants, autant des étudiants qui doivent être en mobilité, parce que, il y a des catégories d'étudiants qui peuvent faire des mobilités physiques en ce moment s'ils cochent certains critères. Mais ça, c'est un gros frein, cette quarantaine-là, parce qu'elle coûte cher d'abord, surtout les 3 jours à l'hôtel où là, il faut payer pour tout. On ne peut pas être dans un endroit, disons, à meilleur coût. Et donc, nous, on a développé un programme de bourse pour aider les étudiants à passer à travers cette période-là. Et c'est un programme qui est évidemment temporaire parce que ce n'est pas dans des fonds qui sont reconduits annuellement, mais c'est une aide qui est très, très appréciée. Mais ça montre à quel point on doit avoir cette flexibilité-là dans l'accompagnement des services aux étudiants, puis on doit avoir cette flexibilité de fournir le bon service au bon moment à l'étudiant. Et la troisième chose que je vous dirais, une meilleure pratique, c'est de se donner la liberté dans nos politiques de mobilité d'être créatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire penser, par exemple, à une grande mode qu'on vit tous en ce moment, le fameux COIL, le fameux internationalisation de la maison, etc. Et nous, ce qu'on fait à l'interne, c'est que, vous savez, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, notre communauté d'étudiants internationaux, elle vient de 135 pays.
Puis les 2 tiers viennent de pays francophones, que ce soit le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, la France ou autre. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de travailler avec notre communauté qui est très demandeuse de cette diversité-là pour faire des pairages internationaux lorsqu'on fait des équipes, que ce soit physiquement lorsqu'ils sont en classe à Québec ou virtuellement lorsque, par exemple, un collègue de l'Université Laval parle avec un collègue de l'UNESPI, qui perd leurs étudiants ensemble dans des équipes. Là, je ne sais pas s'il y a des expériences comme ça avec l'UNESPI, parce que Celso est là, je donnais l'exemple de l'UNESPI, mais on le fait avec d'autres universités partenaires dans le Cône Sud. Et donc, pour forcer les étudiants à faire des travaux ensemble, pour avoir cette expérience interculturelle virtuelle, qu'ils apprennent ce que ce sera lorsqu'ils seront dans leurs emplois, travailler ensemble dans différents fuseaux horaires sur un même objet. Et ça peut s'apprendre par la mobilité, même si je rejoins le commentaire que mes collègues ont fait tout à l'heure. La mobilité virtuelle n'offre pas le même type d'expérience que la mobilité physique, mais on a quand même des techniques pour injecter cette interculturalité-là qu'on va chercher. Et finalement, au-delà de ces 3 meilleures pratiques-là, moi, une chose que je vous dirais, c'est aussi de laisser un espace dans la réflexion pour utiliser l'appétit de la communauté étendue. À Québec, à l'Université Laval, on fait partie d'un pôle régional en enseignement supérieur qu'on a contribué à fonder, à mettre sur pied. Et donc, nous, dans ce pôle-là, il y a toutes les universités de la région de Québec avec les cégeps, donc nos établissements postsecondaires du cycle collégial, et le milieu des affaires, le milieu de la santé et aussi les milieux des technologies. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de fluidifier les parcours ou les options auxquelles les étudiants ont accès lorsqu'ils viennent chez nous faire un séjour. Et de façon très concrète, ce que ça donne, ça a permis à ces étudiants-là ça a permis, par exemple, de personnaliser l'expérience. Si on regarde les étudiants internationaux qui arrivaient à Québec cette année, ils ont pu tout de suite avoir un réseau rapidement d'étudiants internationaux, pas que de l'Université Laval, mais des autres établissements d'enseignement supérieur, parce qu'on a mutualisé cet accueil-là. Je vais dire un cliché canadien, je m'en excuse, mais ils sont tous allés, lorsque les conditions sanitaires l'ont permis, je vous dis, là, ils ont tous eu une expérience qui ressemblait à une cabane à sucre, pseudo-virtuelle en distanciation, mais au moins, ils ont goûté à la neige, ils ont goûté à plein de trucs. Et donc, on essaie de faire ce truc-là, mais d'avoir une communauté mobilisée, ça aide beaucoup d'abord à l'accueil des étudiants entrants, mais ça aide aussi à montrer aux étudiants sortants tout ce qu'ils pourraient gagner s'ils sortaient, parce qu'effectivement, je partage le problème de Régine, c'est-à-dire que nos étudiants sont très difficiles à faire sortir par rapport aux étudiants d'autres pays. Voilà, Gilles, je m'excuse, je ne voulais pas m'étendre. Merci beaucoup, Yann. Très intéressant ce principe de mettre l'étudiant au centre, finalement, l'étudiant au centre du service qu'on développe et qu'on met en place. Le temps file, donc je rentre tout de suite dans une dernière question pour vous tous, une thématique que je ressors de vos échanges, des apports très intéressants que chacun avait donnés, c'est que la mobilité en français, elle existe. Elle est parfois très importante dans l'origine, comme sur Laval. Elle existe dans le sud, comme au Chili, avec 12% des pays francophones originaires de cette mobilité, ou comme dit José, l'UNESP, une mobilité très forte vers des pays francophones dans des programmes spécifiques. Mais est-ce que cette mobilité en français, elle a des défis particuliers qu'on a évoqués rapidement, surtout sur les aspects linguistiques, ou est-ce que c'est des défis qui sont finalement les mêmes que pour n'importe quelle mobilité? Et quand je dis ça, bien sûr, j'ai en tête la bête à Pico. Notre ami le virus, qui est là depuis plus d'1 an maintenant, a bouleversé nos vies. Donc, quels sont les défis de la mobilité étudiante face à cette situation? Et est-ce que ces défis, finalement, sont si différents que ça, que la mobilité étudiante en général, dans la situation actuelle et à venir, dans ce qu'on peut la deviner? Je ne sais pas si, Virginie, tu souhaiterais commencer peut-être sur cette question-là? Oui, Gilles. Oui. Alors, sur ce point-là, je pense que déjà, personne n'a une boule de cristal pour prévoir, pour deviner la. Et effectivement,
pour ce qu'on peut observer au niveau mondial, cette crise sanitaire va encore durer et je pense que d'une manière générale, au niveau de l'éducation en général, je pense que tous les efforts qui ont été déployés ces derniers temps et notamment la mise en place de la modernisation des infrastructures aussi pour mettre en place l'enseignement à distance, puisqu'aujourd'hui, toutes les universités font, je crois, pratiquement, non, pas toutes les universités, mais on est tous passés, en tout cas, par la virtualité. Et je pense qu'il faut voir tous les avantages et les côtés positifs de cette virtualité. Comme on l'a dit dans toute cette discussion, ça permet d'intégrer plus de personnes à l'expérience internationale. Et je pense qu'il faut persévérer dans les divers formats, comme mes collègues l'ont dit également, le suggèrent. Je pense qu'il faut être créatif, il faut avancer sur divers formats de mobilité. Et là, je voudrais rebondir sur notre collègue Yann, qui a évoqué très brièvement, mais je pense qu'on se comprend tous, on parle le même langage, au niveau des COIL. Et nous aussi, au niveau de l'université, alors là, en l'occurrence, je veux dire au niveau du Chili, parce que les COIL existent depuis quand même pas mal d'années, mais elles n'étaient pas arrivées, il n'y avait pas eu d'atterrissage encore au Chili. On avait fait un état des lieux au milieu de l'année dernière, au début de la pandémie. Et certes, aucune université chilienne n'avait encore exploré cette méthodologie qui est très, très intéressante. Et donc, les COIL sont arrivés, mais d'une manière accélérée au Chili. Et ça, c'est une manière aussi, à travers l'utilisation aujourd'hui des TAC qui sont en plein développement. Et je pense qu'on va, avec cette transformation digitale, on va faire que avancer et se perfectionner dans l'enseignement à distance. Et malgré qu'on ne le veuille pas, peut-être notre génération, mais on est je pense, un petit peu obligé d'avancer sur ce chemin-là. Et donc, quand on parle de mobilité, on ne peut pas aujourd'hui mettre à côté, on peut pas ne pas penser la virtualité et simplement attendre que les conditions soient à nouveau réunies pour repartir sur des formats, on va dire, traditionnels de mobilité présentielle. Donc, je pense qu'il faut penser à des formats hybrides pour l'instant, en ayant un petit espoir que les choses quand même vont aller mieux. Ensuite, au niveau des défis en termes au niveau des cours en français ou des programmes en français, donc là c'est un grand défi, notamment en Amérique latine, mais je pense qu'il faut encourager toutes les universités, en tout cas du réseau AUF, à continuer d'offrir des cours de français, pas seulement aux étudiants, aussi aux professeurs. C'est très important de former nos professeurs parce qu'une fois qu'on a un pool de professeurs-chercheurs francophones, ça permet aussi de nouer des nouveaux partenariats, de développer des projets en collaboration aussi avec d'autres universités. Donc, voilà, je pense qu'il faut persévérer dans ça, même si on est tous d'accord que les mobilités virtuelles ne vont pas remplacer les mobilités présentielles, mais moi, je vais juste commenter une expérience, quelque chose qu'on a observé, nous, à l'université, quand on a commencé avec les cours de français. Comme toujours, il y a eu un petit peu une réticence au départ, ou alors, non, c'était plutôt un grand enthousiasme au départ. Les étudiants souvent s'inscrivaient en cours de français en pensant est-ce qu'on va gagner un voyage à Paris. Enfin, il y avait toujours cette illusion et toujours l'association de la France du français avec la France. Et finalement, quand au bout d'un certain temps, ils commencent à découvrir, et pas seulement les étudiants, les professeurs aussi, ils commencent à découvrir que finalement, le français, ce n'est pas que la France, c'est tout l'espace francophone. Et c'est toute la francophonie. Et finalement, le français, on l'a sur 5 continents. Et c'est toute une découverte d'un monde, de diverses cultures, d'une nouvelle manière de penser. Et ça, c'est très, très enrichissant. Et nous, par notre expérience, on se rend compte que nos collègues, nos étudiants, ils ont réussi à passer ce cap de voir l'apprentissage du français, pas seulement un effort pour avoir un petit plus sur le CV, mais aussi la découverte aussi d'une nouvelle culture, diverses cultures d'ailleurs, qui est l'espace francophone. Donc je pense qu'il faut continuer pour conclure sur être de plus en plus créatif au niveau des formats de mobilité, ne pas exclure le format virtuel parce que pour l'instant on est conditionné à cela.
Et après, il y a toute la question aussi, probablement, les flux, le panorama des flux, demain va certainement changer, puisque si hier, l'étudiant qui devait choisir une destination pour son échange, probablement, il l'associait au pays, à la découverte, à la culture, ou bien aussi à la qualité des établissements ou des pays en termes d'enseignement. Et certainement, demain, les étudiants vont certainement mettre en premier critère la stabilité, ou tout du moins la situation du pays en termes de gestion de la crise sanitaire. Et probablement, donc là, je vais faire référence au Chili, qui pour l'instant est le pays un petit peu en tête au niveau des avancements des taux de vaccination, au niveau de la population, même si on a beaucoup de cas de contamination en ce moment. Mais on a un petit espoir, en tout cas avec les collègues, que peut-être en 2022, on pourrait commencer à avoir une prémisse de retour des mobilités présentielles, sachant que peut-être si on a plus de 70% de la population vaccinée, on espère tous avoir une situation un peu plus propice pour pouvoir recevoir de nouveau des étudiants. Voilà, je m'arrête là parce que je crois qu'on s'étend tous. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Merci. Oui, le temps file très vite. Yann, je te mets sur la sellette dans un rôle d'astrologue. Peux-tu nous faire la projection astrologique de la mobilité étudiante en français dans la prospective et peut-être la mobilité étudiante en général, il y a les mêmes défis que se rencontre la mobilité étudiante en général et la mobilité étudiante en français? Avec grand plaisir. Je vais me prêter à l'exercice, mais merci de ne pas me citer et de ne pas me rappeler dans 5 ans pour me dire à quel point je me suis trompé. Mais blague à part, moi, je vois qu'il y a énormément de défis. Il y a le défi du virtuel, c'est-à-dire que l'erreur au début de la pandémie, c'était de croire qu'on pouvait prendre un cours, le mettre sur Internet en format texte et penser que c'était une expérience d'apprentissage suffisante. C'est une erreur très importante, c'est-à-dire que le premier défi, c'est que la plateforme utilisée est une plateforme qui est très, très importante. Il faut que la plateforme permette de l'interaction, de la richesse. Il faut qu'elle permette aussi à l'étudiant de s'accomplir et qu'elle soit facile à utiliser. Nous, on a été très chanceux parce qu'on en avait déjà une bonne plateforme robuste à l'Université Laval chez nous pour nous permettre de le faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que pourquoi c'est important d'avoir la bonne plateforme, c'est que le virtuel, à mon avis, est là pour rester, puisqu'on parle d'astrologie. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde se lance dans le virtuel corps et âme. C'est parce qu'on n'a pas le choix, mais il faut se défaire de l'illusion qu'une fois que la pandémie sera contrôlée ou se résorbera, tout redeviendra comme avant. Bien au contraire, c'est-à-dire que le virtuel va rester, mais deviendra un outil de plus dans notre besace pour la mobilité. Et l'avantage du virtuel, c'est que c'est un complément à la mobilité régulière, c'est plus souple, il y a une grande accessibilité, notamment pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, pour les personnes aussi de minorité ou les personnes qui n'ont pas nécessairement les leviers financiers pour se promener et faire le tour du globe. Donc là, il y a un outil aussi qui est peut-être plus vert, parce qu'on évite des voyages en avion, même si les serveurs quand même génèrent du CO2, il reste que là, il y a là une opportunité. Donc, le virtuel est là pour rester. L'autre chose, c'est le défi, lorsqu'on parle de mobilité en français, de la langue. Parce qu'il y a ce paradoxe. En fait, c'est que les étudiants vont en mobilité en français, mais s'attendent à une offre de cours en anglais. Et donc, ça veut dire que la mobilité en français, elle doit, oui, continuer de vendre le français, mais elle doit aussi servir de passerelle vers le français. Pas que, c'est-à-dire que l'étudiant doit pouvoir être en mesure de partir de son pays d'origine, s'il n'est pas francophone ou complètement bilingue en français, doit être en mesure de pouvoir venir à sa destination d'accueil et de se franciser à cette destination d'accueil-là. Et revenir dans son pays ou dans sa ville avec dans sa besace, encore une fois, cette fois-ci le français, un outil supplémentaire, un peu à l'image du commentaire là, que José Celso faisait sur le portugais et l'espagnol. Donc, ça, c'est un défi important. L'autre chose qui est paradoxale aussi dans la mobilité en français, c'est que, et là, je rejoins beaucoup Virginie, c'est-à-dire que le défi de la mobilité en français, c'est le défi de réaliser qu'il y a des francophonies. Donc, il y a plusieurs manières de parler le français, il y a plusieurs accents, il y a plusieurs expressions.
Le Canada est un bon exemple de cette diversité-là, des différentes tonalités francophones, mais partout en Europe aussi, ou même ailleurs dans le monde, dans les enclaves francophones, on s'aperçoit de ça. Et de le réaliser, je pense que c'est une richesse supplémentaire. Il faut le faire réaliser en communiquant le goût du français à nos étudiants. Il faut le faire en leur donnant accès à cette diversité-là. J'ai rien contre le français parisien de France, bien au contraire, mais il reste que j'aime beaucoup mes amis français, mais lorsqu'on regarde l'ensemble de la francophonie, les Français sont minoritaires. Il y a beaucoup plus de francophones hors France qu'à l'intérieur de la France. Donc, la grande famille francophone doit embrasser sa diversité, si je peux me permettre. Et finalement, la dernière chose que je dirais pour la prospective, c'est que moi, je vois un bel avenir à ce qu'on fait actuellement. Bon, nous quatre, les panélistes à l'intérieur de ce webinaire, mais aussi ce que nos institutions font sur le plan bilatéral et multilatéral, parce que je crois que l'avenir de la mobilité, surtout en français, c'est cette coopération multilatérale-là pour qu'on donne les outils, les vecteurs à nos étudiants pour être en mesure d'apprécier cette diversité-là internationale qu'on essaie de leur enseigner, puis de leur transmettre notre passion. Parce que, bon, je regarde autour de mon écran et je ne peux m'empêcher de penser que si mes collègues sont là avec moi, c'est qu'on partage cette passion-là, pas que de la francophonie, mais aussi de l'international. Et croyez-moi, c'est communicatif parce que moi-même, je l'ai eu à bas âge et j'ai eu sur mon parcours beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup influencé dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer de développer. Puis le défi, c'est de entretenir la flamme parce que cet amour-là, de cette diversité-là, il n'est pas acquis, il faut l'entretenir. Et il ne faut pas prendre pour acquis que les étudiants le développeront comme par magie. Il faut surtout leur donner les outils d'apprécier toutes les possibilités que ces étudiants-là peuvent ouvrir en ayant recours à de la mobilité, surtout dans un espace francophone ou francophile. Voilà. Merci Yann. Régine, en restant dans un pays directement francophone comme le Canada, qu'est-ce que tu penses, quel serait ton point de vue sur la mobilité étudiante en français dans sa prospective et du coup, de façon plus globale, la mobilité étudiante dans sa prospective? Oui. Eh bien, comme je le mentionnais en introduction, l'Université d'Ottawa, on a peut-être une spécificité étant une université bilingue, ce qui veut dire qu'on offre à la fois tous nos cours, ou presque, et en français et en anglais. Donc, pour nous, ce qui est drôle, c'est que souvent, on a des étudiants français qui viennent en mobilité puis qui s'inscrivent chez nous dans les cours en anglais. Donc, il faut leur dire, non, va dans le cours en français, c'est correct. Tu pourras parfaire tes connaissances en anglais, tout simplement au niveau de la vie de la ville, la vie étudiante. On est une ville très bilingue et donc, l'étudiant peut prendre des cours en français, des cours en anglais. Donc, on a un défi un peu autre. Et puis, étant justement connu comme étant cette grande université bilingue, on attire quand même des étudiants anglophones qui souhaitent devenir, parfaire leur deuxième langue, par exemple, ou troisième, quatrième langue. On a des programmes d'immersion, etc., etc. Et donc, au niveau de cette francophonie-là, c'est sûr il faut faire le point. L'importance de la francophonie, c'est crucial. Puis, c'est au cœur de nos valeurs à l'Université d'Ottawa. Et la mobilité en fait partie, ça propulse, ça immerse, ça c'est clair. Quand je pense maintenant à ce que la pandémie a fait au niveau de la mobilité, à mon avis, c'est que ça nous a vraiment forcé à nous attarder sur l'internationalisation à domicile, pas juste au niveau du virtuel, mais au niveau vraiment d'inculquer ces valeurs de citoyenneté mondiale. Comment est-ce qu'on fait ça pour ces étudiants-là qui ne peuvent pas aller à l'étranger? Et je pense que ça nous a un peu propulsés. Ça nous a forcés à se dire, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour offrir qu'est-ce qu'on fait pour offrir tout ça? Et puis, j'ai été contente d'une certaine façon parce que les efforts qu'on a déployés, à mon avis, ne sont pas temporaires. Le portail dont je parlais tantôt,
il est permanent, il est là pour rester et on va continuer à le bâtir. On va continuer à offrir à nos étudiants ces alternatives-là qui ne sont pas nécessairement virtuelles pour autant, mais qui, dans un nouveau normal, vont permettre à ces étudiants-là qui ne veulent pas, peuvent peut-être pas aller à l'international, mais quand même développer ces compétences de citoyenneté mondiale-là. Et je pense que c'est ça. Je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas du tout en train de dire que la mobilité physique est en train de mourir. Au contraire, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant la pandémie, je voyais l'internationalisation à domicile comme étant un silo ici, puis la mobilité comme étant un autre silo. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'on a une internationalisation à domicile beaucoup plus large et que la mobilité, les expériences internationales se font vraiment à l'intérieur de ce grand parapluie-là. Et c'est ça, je pense, le petit changement très important que nous a amené la pandémie. Et nous, en tout cas, à l'Université d'Ottawa, c'est vraiment là où on va recadrer un petit peu la façon un peu de voir les choses. C'est que l'internationalisation, il faut l'infuser à travers l'enseignement, à travers les activités. Et puis, il y aura toujours divers moyens pour s'internationaliser et la mobilité en fait partie. Puis je vous laisse avec un dernier mini-commentaire. Il y a 1 an, jamais je n'aurais pensé pouvoir faire passer une bourse pour la mobilité virtuelle. Mais la pandémie a fait en sorte qu'aujourd'hui, on octroie des bourses pour une mobilité virtuelle, une expérience internationale virtuelle. Et donc, c'est super intéressant. Il faut voir le beau côté des choses, de ce que la pandémie nous a forcé à faire. Et puis, moi, je nous ai trouvés incroyablement résilients. Puis ce que je vois aussi dans les autres universités, c'est qu'on a été capable de penser hors du cadre et d'offrir à nos étudiants ces opportunités-là. Et puis, je pense qu'on en sort gagnant, tout simplement. Voilà, je termine avec ça, Gilles. Merci. Non, les évolutions sont en cours, tu as raison, là. Vous avez tous raison. Et justement, le défi, José, après toutes ces différentes interventions très pertinentes des 3 autres invités, que penses-tu rajouter sur ce côté de prospective, sur ce côté, tu as déjà parlé toi-même de la mobilité en français, tu as élargi sur la question de la mobilité, sur l'aspect la problématique du multilinguisme de la mobilité. Que penses-tu comment va aller cette mobilité et sous ces aspects multilingues à partir d'expériences de UNESP et peut-être plus largement par rapport à ton expérience sur la mobilité à partir des universités brésiliennes? Gilles, d'un côté, sur l'expérience de l'UNESP, plutôt sur l'expérience Brésil, je suis convaincu qu'il y a une question qu'il faut travailler avec les partenaires parce que d'une certaine façon, et là, je me laisse, si le gouvernement fou qu'on a au Brésil a construit une image, a détruit l'image du pays partout dans le monde. Donc, je vois bien qu'il va falloir, d'une certaine façon, montrer qu'on n'est pas ces fous-là, qu'on est ce qu'on était avant. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais plutôt, dans ces cadres-là, il faut montrer que les universités ont été le lieu de résistance dans cette bataille-là. C'est les universités qui ont montré que non, ce n'était pas le bon chemin, qu'il y avait un autre chemin à suivre. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour les futurs. Je reprends 2 points. Je pense qu'il faut à nouveau continuer à montrer la bonne qualité des universités au Brésil et la bonne expérience qu'un étudiant canadien peut avoir pour sa carrière professionnelle s'il vient passer un temps au Brésil, que ça va lui ajouter des choses, peut-être plus que s'il part en France, il aura les mêmes environnements, peut-être. Pour certaines, je peux même donner des situations où je pense que ça, c'est certain. Il faut toujours penser à la question de financement. Si on pense au Canada, les programmes MyTax, IELAP,
ça montre que la langue, elle n'est pas un problème. Elle n'a jamais été un problème. S'il y a les financements, les étudiants, ils vont se débrouiller pour avoir les Français. J'ai parlé avant du problème Brafitech. On n'a pas un étudiant qui est parti en France qui n'est pas retourné sans parler. D'accord, ce n'est pas les Français d'un Parisien, mais ils parlent bien, ils travaillent dans une entreprise française, dans une entreprise canadienne. Donc, c'est pas la langue, ce n'est pas le problème. La langue, c'est la solution. Le problème, c'est le financement, à mon avis. J'aimerais finir avec la question du virtuel. Tout le monde en a parlé et j'aimerais bien exploiter d'autres points. Pour moi, ici au Brésil, le virtuel, c'est plutôt lié à l'inclusion. C'est l'opportunité. Ce n'est pas que les gens ils vont choisir entre le virtuel et les présentiels. Pour la plupart des étudiants, il n'y a pas la possibilité de présentiel. Donc, pour nous, il faut réfléchir à cette question de l'inclusion qui est offerte soit par les mobilités en virtuel, soit pour l'échange en virtuel. Et donc, Yann a parlé de 2G2. Ça a montré, on a ouvert à la possibilité, d'un moment à un autre, on a eu des étudiants qui se sont inscrits à Laval, qui se sont inscrits à Strasbourg, par exemple, pour faire des cours en français, des cours de leur carrière, mais en français. Donc, ces étudiants-là, ils cherchent des opportunités. Donc, je pense qu'ils pensaient à une mobilité en français, il faut penser à une mobilité virtuelle. Parce qu'il y a des étudiants en Amérique latine pour lesquels il n'y a pas, ça n'existe pas, la possibilité de la mobilité présentielle. Et là, je laisse ma dernière réflexion. Donc, avant ça, au Brésil, on a il y a des bureaucraties partout. Donc, pour moi, on a fait passer dans les sénats de l'université ce qu'on appelle résolution, mais c'est de, je ne sais pas comment on appelait ça, mais de règlements institutionnels pour définir qu'est-ce que c'est la mobilité virtuelle, comment les étudiants ils vont faire pour reconnaître les activités qu'ils ont fait en mobilité virtuelle, toute une panoplie de choses qui sont liées. De la même façon, on a passé un règlement pour l'échange, pour définir qu'est-ce que c'est, comment ils reconnaissent ça. Et comme a dit Virginie, on a passé une résolution pour un certificat des compétences interculturelles. Et l'étudiant, il peut compter plusieurs choses. Un cours en mobilité virtuelle, un cours avec l'échange virtuel, un cours en mobilité, recevoir un étudiant et être le parent de cet étudiant. Donc, on a passé 3 règlements institutionnels pour bien établir ça dans la culture de l'université. Et je pense que ça a été très important. J'ai fini en réfléchissant au futur, c'est-à-dire au Brésil, toutes les universités publiques, elles ont basculé au cours virtuel. Mais qu'est-ce que va se passer après? Parce qu'elles vont tous revenir au format présentiel. Donc, je pense à mon université et je pense à l'État de São Paulo. C'est très particulier parce qu'on a une université virtuelle. Donc, mon université, elle n'offre pas des cours virtuels parce qu'il y a l'université virtuelle de l'État de São Paulo. Nos profs, ils offrent des cours dans cette université particulière-là. Donc, maintenant, je commence à réfléchir avec mes collègues à comment on peut assurer que l'année prochaine, on va continuer à avoir la possibilité d'offrir des cours virtuels pour la mobilité virtuelle. Et la discussion, elle passe, à mon avis, pour montrer aux gens qu'en faisant ça, on peut offrir des gros bénéfices à nos étudiants qui n'auront jamais l'opportunité d'aller ailleurs.
Donc ça, c'est ma dernière réflexion. Comment on va maintenir l'offre lorsque on va revenir au présentiel? C'est une question très importante. Et malheureusement, nous sommes dans la perspective, dans la probabilité. Mais justement, on va y revenir à tous ces changements. Ces changements vont évoluer, vont être intégrés. Et je souhaiterais, on arrive à la fin de votre webinaire, j'aurai un petit défi pour vous, un petit défi tout simple. C'est pour parler des choses, parce qu'après une année de changement, une année de transformation, la transformation, ça se fait parfois dans la souffrance, mais ça donne aussi des très grands plaisirs et des bonheurs professionnels. Et j'aimerais que vous parliez en une minute de vos bonheurs professionnels. Et je commence tout de suite avec Yann. Yann, en une minute, de quoi es-tu le plus fier de cette année qui s'est passée dans ton champ professionnel? Ben, je vais le faire très vite parce qu'on n'a qu'une minute, mais je dois dire que ce dont je suis le plus fier, c'est la résilience dont ont fait preuve les équipes à l'international, mais aussi et surtout nos étudiants, à la fois ceux qui étaient en mobilité virtuelle cette fois-ci, mais les gens qui ont contribué à justement les supporter, les aider. Ça, c'est une grande source de satisfaction parce que les équipes, incluant notre équipe à l'international, on s'est serré les coudes. On a été en mesure d'offrir cette expérience-là internationale qui est au cœur de notre action. Puis surtout, on a montré à la communauté universitaire, mais à l'ensemble de notre communauté élargie, que les outils virtuels, que l'international pouvait continuer d'exister, pouvait continuer de se faire malgré la situation sanitaire. Ce que ça fait, et qui me rend encore plus fier, c'est que maintenant, le virtuel est consacré comme étant important et légitime de plein droit et qu'on a un outil de plus maintenant pour permettre de faire rayonner la langue française. Merci Yann, défi gagné. Virginie, peux-tu gagner ce défi de quoi tu es fière? Alors, c'est une minute, c'est ça? Alors, moi, je pense, je vais nommer le succès qu'a eu le Promovi, le programme de mobilité virtuelle. Donc, effectivement, grâce aussi à la résilience de mon équipe et puis à sa proactivité. L'an dernier, en quelques temps, en 2 mois, on a mis en place ce programme. On a été une des premières universités à réagir. On a démarré ce programme en août de l'année dernière, c'est-à-dire quand a commencé la pandémie, on a déjà pensé qu'il fallait déjà tout de suite réagir. Donc, on a anticipé cela et ce qui a permis à nos étudiants de maintenir une opportunité internationale, et tant les entrants que les sortants. Et comme je l'ai dit, je l'ai évoqué au début, en plus, on a plus que dupliqué nos chiffres. Donc, ce côté beaucoup plus démocratique, beaucoup plus inclusif me satisfait énormément. Si j'ai le temps, je veux juste nommer trois autres petits points. C'est aussi, je suis très contente du travail collaboratif qu'on a mené avec le vice-rectorat académique, donc avec toutes les équipes de formation des professeurs, également des aspects curriculaires, et on a des plans de formation. On travaille vraiment main dans la main, ce qui n'est pas toujours facile de créer ce pont en général entre les relations internationales et le vice-rectorat académique. Donc, on a passé ce cap. Et maintenant, on travaille main dans la main, donc ça va être fantastique. On a des bonnes choses dans l'avenir. Et aussi, comme succès, la mise en place des COIL, donc ça, c'est une première aussi. Et notamment, donc on a mis en place plein de formations pour les professeurs, et on sent que toutes les facultés et écoles sont très, très engagées sur maintenir l'internationalisation coûte que coûte, sous tous les formats que ce soit possible. Et je n'ai pas le temps pour dire le reste. Voilà, je m'arrête là. Il y a trop de choses dont tu es fier. Félicitations. José, de quoi es-tu fier après un an de transformation si importante? Je reprends les questions, la résilience, le support de bureau de relations internationales, soit aux étudiants qui étaient au Brésil, soit nos étudiants qui étaient partout dans le monde. Donc, on a fait un super boulot. Je suis vraiment fier de ça. Je suis très fier de voir maintenant que les choix qu'on avait fait pour COI 3 ans en arrière étaient certains. Donc, moi, dans mon service, j'ai 2 grandes
objectif. Et j'ai dit clairement, dans ma tête, j'aimerais bien transformer Unesp dans l'université la plus importante en échange virtuel au Brésil. Et on travaille pour ça. Et ça, je suis vraiment fier parce qu'on a pris cette décision 3 ans en arrière. Et là, ça montre que ça a été vraiment la bonne décision. Mais je finis avec une chose. Je pense que nous 4, nous avons déjà participé à des conférences en parlant d'internationalisation. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, nous avons déjà dit que l'internationalisation, ce n'est pas que la mobilité. On a utilisé déjà cette phrase. Et là, je suis fier que pendant cette plus d'une année qu'on travaille, on a pu montrer vraiment que l'internationalisation, c'est beaucoup plus que la mobilité. Il n'y a pas de mobilité et l'internationalisation des universités, elle continue. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder quand même, qu'il faut être fier, qu'on a montré quelque chose que tout le monde en parlait tout le temps et que c'est vrai. C'est ça. Merci beaucoup, José. Régine? Ben, écoutez, pour moi, c'est rapide. J'y vais avec 2 mots, agilité, résilience. Je pense que c'est un thème, à mon avis, ça a été pour mon équipe probablement une des plus difficiles années, au fait. Ça a été très, très stressant. On a été agile, on a été unis et on a quand même été capable d'offrir ce dont j'ai parlé aujourd'hui lors de ce panel, de belles occasions à nos étudiants. Et ça, j'en suis très fière. Les équipes ont été soudées du début à la fin. Et ça, c'est incroyable. Je pense que des grandes qualités de plusieurs personnes dans les bureaux de relations internationales de par le monde, c'est la passion qu'ont les gens qui travaillent dans le domaine. Et ça vaut très cher. Et ça, il ne faut pas le perdre. Donc, je finis en vous disant, prenons soin de nous aussi. Cet été, je nous souhaite de pouvoir relaxer un petit peu. Je nous souhaite que ce soit plus calme parce qu'on a besoin de se ressourcer un petit peu pour pouvoir affronter la prochaine année qui s'en va, qui s'en vient. Donc, je termine sur une petite note santé mentale, wellness. Allons-y, prenons soin de nous. Hein? Merci. Merci, Régine. C'est extrêmement pertinent ton observation et tout le monde s'identifie. Moi, je voulais dire que pour la question de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui nous a posé une question, je pense que les différents points ont permis d'apporter une réponse à cette université. Je propose d'ailleurs de faire moi-même un contact postérieur s'ils souhaitent poursuivre l'approfondissement des réponses. Je tiens à dire à l'ensemble des participants que ce webinaire était enregistré et il sera à disposition libre bientôt et vous serez informés par courriel du lien pour avoir accès à l'enregistrement parce que c'était tellement riche nos débats, tellement intenses, et je pense vraiment intéressant de le réécouter pour en profiter pleinement. Je remercie au public d'avoir participé et d'être resté présent et je remercie à nos 4 intervenants et intervenantes d'être venus et de nous avoir donné ce témoignage de 4 coins des Amériques et de 4 universités membres de l'AUF. On a pu montrer à quel point la francophonie scientifique continue et est dynamique. Merci beaucoup, merci à tous. Et je rappelle que le 22 avril, nous aurons un autre webinaire qui portera sur les actions dans le cadre de lutte contre la pandémie et le Covid, ce qu'on appelle les projets Covid de l'AUF, notamment à travers de 2 exemples dans des exemples de lutte contre les effets de la pandémie sur les sociétés. Merci beaucoup, au revoir.